c'est la volonté des Français. Les Français ne veulent pas des éoliennes, les Français ne veulent pas de ces investissements massifs, et le gouvernement qui le sait voulait faire passer ça par décret, genre ni vu ni connu. Et effectivement, Marine Le Pen s'est battue pour que ce ne soit pas par décret. Alors, c'est pas coulé dans le marbre parce que visiblement, par exemple, les LR n'étaient pas là hier. Ils avaient piscine. Il n'y avait pas grand monde, en fait. Il n'y avait personne, en fait. Il n'y avait que le RN qui s'est mobilisé. Exactement. Ce qui en dit long sur nos députés. C'est pathétique. C'est pathétique, en fait. Ce monde politique est pathétique. Les LR, je ne sais pas où ils étaient même pas dans l'hémicycle. C'était 7 ou 8, je crois. Ils étaient donc sur des sujets aussi importants. C'est la facture des Français, c'est l'argent des Français. Ils n'en ont rien à faire. C'est sidérant quand même. Alors, ils ont quand même... Franchement, c'est sidérant. Les LR étaient quand même à l'origine de l'amendement sur les éoliennes. Alors, ils n'étaient pas très nombreux, c'est vrai, mais c'était quand même un député LR. Eh bien, tant mieux, mais enfin, tu es élu... Vraiment, je trouve ça... Il n'était pas beaucoup plus présent, mais il était même très absent hier, et c'est ce qui explique en partie le vote majoritaire. Donc, moratoire sur les éoliennes, sur le solaire pendant quelques mois, le temps de l'étude. Mais c'est coulé dans le... Alors non, parce qu'il y a le vote solennel la semaine prochaine. Ouais. Déjà, on verra s'il y a des mouvements d'ici là. Et surtout, pourquoi il y a changement? Alors pourquoi ce qui a été voté hier ne serait pas... Cela, c'était un amendement, et après, il y a à la fin le vote solennel sur l'intégralité de la proposition de loi. Et donc, à ce moment-là, il peut y avoir des votes différents. Les macronistes vont peut-être pas voter de la même manière. On verra. Les macronistes, ils vont essayer de voter comme leur dit leur chef. Certainement, comme sur les ZFE d'ailleurs. Oui. Mais alors, ils n'ont pas fait sur les ZFE. Oui, ils n'ont pas fait sur les ZFE. Ça coûte 300 milliards, ça coûte une blinde. Mais enfin, c'est honteux. Non, surtout... Mais je ne peux pas vous dire autre chose, mais c'est honteux. Vraiment, c'est honteux. Ce qu'on a découvert, toujours la même phrase, on ouvre le capot. Les investissements au nom de l'idéologie, et ça sera sur la facture des Français, c'est juste un scandale, en fait. Et ils le font au nom de l'idéologie. Et ce qui est important de souligner, c'est que vous parliez des décrets du ministre de l'Industrie et de l'Énergie qui pourraient donc être embêtés par cette situation. C'est pas sûr du tout, il pourrait quand même passer par décret avant la fin du processus législatif. Donc il pourrait quand même surpasser d'une certaine manière l'Assemblée. Et donc malgré tous les débats, malgré les amendements qui ont été votés, on pourrait in fine rester fidèle à la politique telle qu'elle est voulue. On rappelle que l'énergie nucléaire en France, elle est décarbonée, elle est la moins chère possible, elle est la plus sécure depuis que les centrales nucléaires. Il n'y a aucun incident majeur en France. Aucun. 0 mort. Il n'y a pas de raison d'être contre le nucléaire. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, sauf une raison idéologique. Même la question des déchets a été plus ou moins réglée. Hein. C'est ça qui est... En fait, cette industrie présente tous les avantages, sauf, effectivement, sur le plan idéologique, elle vient percuter une idéologie. Donc vous avez l'éolienne qui défigure, comme on le dit, les campagnes et les océans. Le solaire, par définition, ça marche quand il y a du soleil, et quand on a besoin d'électricité, ça ne marche pas, donc c'est pas efficace. Enfin, un enfant de 10 ans comprend ça. André Vallini. Je suis très défavorable aux éoliennes. Au début, je trouvais ça pas mal, mais leur multiplication défigure des paysages. Mais partout, en Bourgogne, on voit ça du TGV. Enfin, c'est horrible. On en met partout, ça défigure les paysages. Donc c'est bien qu'on arrête les éoliennes. Sur le solaire, je serais plus nuancé. Parce que le solaire, c'est quand même pas mal. Ça n'est pas moche, on met des panneaux sur les toits. Mais ça sert à un moment où on n'en a pas besoin. Et si on mettrait la clim, on pourrait faire chauffer la clim. Oui. Et comme les écolos sont contre la clim, et j'ajoute, rien, mais on pourrait utiliser le solaire l'été pour faire alimenter la climatisation. Mais j'ajoute, et là vous avez entièrement raison Pascal, que le nucléaire, c'était un atout français. On s'est tiré une balle dans le pied. Ça a commencé avec un Voynet sous Jospin. Ça a continué après avec Fessenheim sous Hollande. Il faut absolument qu'on réinvestisse massivement le nucléaire. Ça coûte beaucoup moins cher. C'est le programme du Rassemblement National, si vous me permettez. Mais je ne suis pas du Rassemblement National. Non, mais je vous dis juste ça, c'est le programme du Rassemblement National. Si le Rassemblement National dit qu'il fait jour à midi, je ne vais pas dire qu'il fait nuit. C'est aussi le programme de LR. Oui, bien sûr, mais c'est l'union des droites. Et c'est devenu le programme de la Macronie. C'est l'union des droites, c'est sur un point comme ça. Vous voulez. Un mot sur l'absentéisme des députés. Oui. Vous savez ce qu'on devrait faire? Je parle sous le contrôle de Georges, qui a été député longtemps. Il faudrait faire à l'Assemblée nationale, comme on le fait dans les départements et les régions, on n'est payé que si on vient. Oui. On ne touche son indemnité que si on vient aux réunions. Mais pourquoi les gens n'étaient pas là hier? Non, mais est-ce quelque chose que vous ignorez? Pourquoi les gens n'étaient pas là? On est en fin de session parlementaire. Il y a des guetteurs à l'Assemblée nationale. Des guetteurs? Des gens qui observent. Et quand on est en minorité, on rappelle ceux qui sont à la buvette, ceux qui sont dans leur bureau. Là, manifestement, il n'y avait pas de problème de ce côté-là. Et donc, c'est pour ça qu'il n'y avait que 7 LR. Autrement, ils auraient rameuté. Alors écoutez Sandrine Rousseau qui a pris la parole, effectivement, et là, on est sur de l'idéologie pure. Écoutez ce qu'elle a dit ce matin. Ce qui se passe depuis quelques jours est incroyablement dangereux. C'est une forme de suicide collectif que nous organisons. Enfin,
ce refus de voir le défi écologique, cette volonté au contraire de prendre toutes les décisions à l'inverse, il y a quelque chose de même sur la psychologie qui est étonnant. C'est-à-dire ? Eh bien, on a toutes les études scientifiques, les scientifiques n'arrêtent pas de nous alerter de 1001 manières, et en fait, on prend toutes les décisions absolument contraires. Pas le début d'un argument, c'est du blabla. C'est-à-dire, quel est le rapport avec ce que nous disons ? Quel est le rapport ? Vous savez dans la suite de l'interview, elle fait le lien, elle dit en plus, voter ça au moment où il fait très chaud en France, c'est une aberration, etc. Donc vous voyez, on est vraiment sur un argumentaire vraiment de très très bas niveau. Mais quel est le rapport avec le nucléaire ? Ce qu'elle dit, en fait, c'est Madame Rousseau, quel est le rapport ? Sandrine Rousseau, si elle voulait vraiment lutter Eugénie Bastier. efficacement contre le réchauffement climatique, devrait pousser absolument pour qu'on construise des centrales nucléaires en Chine, en Inde, en Afrique, c'est-à-dire où les consommations vont exploser demain, parce que c'est ça l'enjeu en fait. C'est que si demain le charbon se redéveloppe en Chine, ce qui est le cas en ce moment, c'est ça qui va changer le climat. C'est pas malheureusement, même si la France se mettait entièrement couverte d'éoliennes, ça ne changerait pas malheureusement d'un iota le bouleversement climatique. 1%, effectivement. Des émissions de gaz à effet de serre, moins de 1%. Bon, je rappelle également qu'il y a eu un incident majeur en Espagne, c'est passé à l'as. Hein. On ne sait pas vraiment la raison. Là, les médias n'enquêtent pas beaucoup. Hein. J'ai vu passer une information disant que c'était du gouvernement. Une surtension. Oui, d'une surtension du solaire, notamment. Comme on peut connaître ça dans sa maison, ça a disjoncté. Oui, écoutez, il y a eu une communication du gouvernement espagnol qui a expliqué ça. Bon, c'est évidemment un flou. La vérité, c'est qu'ils n'ont pas maîtrisé tout à fait les énergies renouvelables. C'est ça la vérité. Donc, comme ça ne correspond pas à la bonne idéologie du moment, on met ça sous le tapis. Les médias français, je ne vous en parle même pas. Ça ne les intéresse absolument pas, forcément, puisque ça ne va pas dans l'idéologie dominante. Écoutons, je crois qu'il y a un deuxième passage de Mme Rousseau, où on écoute M. Laurent Saint-Martin, qui est le ministre, la position du gouvernement. Écoutons ce qu'il a dit ce matin. C'est surtout totalement contraire à ce qu'il faut faire aujourd'hui dans la décarbonation de nos pays. Nous avons un agenda que les différents gouvernements de ces dernières années ont réussi à mettre en place, permettant de baisser considérablement les émissions de gaz à effet de serre dans notre pays, grâce à un mix énergétique, comme on dit, qui est extrêmement bon, nucléaire, énergie renouvelable. Vous visez LR et le RN qui étaient en lutte sur ce texte. Bien sûr, on a besoin de poursuivre au contraire nos investissements dans les énergies renouvelables. Ça a marché ces dernières années. Ce moratoire et cet arrêt-là irait totalement à rebours du sens de notre agenda industriel et économique. Les députés ne semblaient pas tellement mobilisés sur ce texte dans vos rangs notamment. Eh bien, je pense que c'est effectivement une erreur. On doit défendre non seulement notre bilan écologique en la matière, mais surtout ce qui est devant nous en termes d'investissement d'énergie renouvelable qui fait partie intégrante de ce mix et de cette solution de décarbonation de notre pays. C'est l'avenir de la planète et de nos enfants qui se jouent là-dessus. C'est toujours des arguments d'autorité, c'est l'avenir de notre planète. Et enfin, de quoi il parle, Monsieur Saint-Martin ? C'est contraire à l'avenir de la planète de construire du nucléaire. Ils veulent les deux. Enfin, je veux dire, tout ça est grotesque. Vous savez, ça pose quand même deux questions politiques, parce que il y a quelques jours, Emmanuel Macron avait fait dans l'interview du Parisien, où vous avez parlé du fameux brainwasher des laveurs de cerveau, surtout il disait qu'il faut arrêter de détricoter ce qu'on a fait pour l'écologie. Pour demander justement à ses députés de voter contre la suppression des ZFE. On a vu qu'il a été moyennement écouté. Là, c'est à nouveau un camouflet. Gabriel Attal, il contrôle plus rien, là. Absolument, déjà d'une part. Et surtout, vous avez vu, il y a quand même des bisbilles entre le gouvernement, en tout cas entre les macronistes et les LR. Ils sont censés être alliés, associés dans la coalition gouvernementale. Ils se tirent dans les pattes, là. Il y aura peut-être une motion de censure la semaine prochaine, dit-on. Alors, paraît-il que je ne vous ai pas présenté, me dit Georges Fenech. Non. J'ai pas fait le tour de table. Donc, Eugénie Bastier, de la Maison du Figaro, que vous connaissez. André Valigny, qui fut longtemps un homme de gauche. Oui, je l'ai toujours. Il est toujours sur ce plateau. Voilà. Vincent Hervouette, qui est avec nous et qui parlera évidemment politique étrangère, que vous connaissez. Qui n'a jamais été un homme de gauche. Bon, c'est un homme indépendant. C'est un homme indépendant. Voilà. Radioactif. Moi, j'aime vous voir tel un taliban ou tel un mollah. Excité à ce point par le nucléaire et prosélyte. Mais non, mais ça me fatigue et ça fatigue surtout les Français. Je vous assure, je parle régulièrement de la baie de la Baule. C'est un scandale. Je ne peux pas vous dire autre chose. C'est un scandale. C'est un scandale visuel, pour les fonds marins. C'est un scandale financier, c'est un scandale écologique, c'est un scandale tous azimuts. Voilà. Sans doute, donc, un scandale. Oui. Mais vous êtes d'accord, vous là que vous connaissez, et tu ouvres tes fenêtres, t'as ça sous les yeux. C'est une horreur. Oui.
Et vous savez pourquoi d'ailleurs? Une des raisons, c'est que dans les années 70, on n'a pas construit de centrale nucléaire à, je crois que c'était à Cordemais, il y avait une centrale nucléaire dans la région qui devait être, ou au Pèlerin. Elle n'a jamais vu le jour parce qu'il y avait déjà des manifestations anti-nucléaires. Bon, aujourd'hui, il semble... Parce qu'il y avait une ville de 350 000 habitants à côté. Oui, mais il semble aujourd'hui quand même que quand Giscard est parti en 81, on était complètement autonome, indépendant sur le plan énergétique. Voilà. Et c'était une des grandes réussites de Giscard, le nucléaire. Mais Mitterrand a continué. Je ne vais pas me faire l'avocat des écolos, mais il y a une culture de la sûreté, de la sécurité nucléaire à tous les étages. Oui. Il n'y a eu aucun incident depuis... mais qui interdit, par exemple, d'imaginer qu'on puisse la développer partout dans le monde, dans des pays où il n'y a même pas de courant les 3/4 du temps. Oui, c'est ça le problème. Le seul argument contre le nucléaire, c'est coûteux. C'est vrai que c'est coûteux et c'est très long à construire, et c'est ça l'argument aujourd'hui qu'utilisent ceux qui ne souffrent pas de la médiocrité. Voilà, et ceux qui sont sur le mix, qui font l'argument sur le mix énergétique, disent de toute façon on n'aura pas le temps de construire les centrales nécessaires, on a besoin en attendant de développer. Ça peut s'entendre. C'est pas un argument. Je signale que ni les éoliennes ni les panneaux solaires sont développés en France. Hein. C'est la totale. Hein. Oui, mais bien sûr, mais le problème c'est que... Non, mais c'est parce que ça, c'est des choses, Madame Rousseau, elle ne connaît pas le sujet. Ni les éoliennes sont fabriquées en France, ni les panneaux solaires. Ça vient d'Argo, donc il Ça vient de Chine. Non, mais c'est un désastre. Non, mais c'est un désastre. Enfin, bref. Un désastre, mais le problème, c'est que un désastre total, mais bon. Avec les normes actuelles, moi, je vais les enlever. On va les enlever, une à une. Non, ne croyez pas ça. Ne croyez pas ça. C'est impossible à enlever. Comment ça? C'est quasiment impossible. Mais d'abord, le propriétaire du champ, vous avez planté l'éolienne qui lui rapporte plus que du maïs. Hein, oui. Le propriétaire du champ devra remettre le sous-sol en l'état. Sachant que vous y avez déversé pour faire tenir le bastringue des milliers de tonnes de béton, ça ne risque pas d'arriver. Bon. Donc elles sont là, elles sont plantées et elles resteront. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire, puisque vous avez la parole, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce premier sujet qui fait réagir. Alors, prochaine étape, c'est mardi. Hein. Mardi, le vote solennel. Bon, on avait essayé de joindre M. Pierre Meurin, mais on n'a pas réussi à le joindre, malheureusement, ce matin. Vous voulez dire un dernier mot? Vous m'avez oublié. Ah, je vous ai... ça, c'est regrettable. Vous ne m'avez pas présenté. Eh bien, écoutez, monsieur... non, mais je suis inquiet. Mais, comment dire, monsieur Fenech, qui longtemps fut un homme... De droite. Longtemps. Et maintenant, non, on ne peut pas dire ça d'ailleurs, puisque vous étiez UMP, vous étiez, bon, on ne sait pas où vous étiez vraiment. Quoi. Si, il était très à droite. Ah non, j'en atteste. Georges était très à droite. À l'Assemblée nationale, il était très à droite. Ah bon non, ça c'est... merci pour la présentation. C'est votre frère. Israël-Iran, on va écouter la porte-parole de la Maison-Blanche. 15 jours, vous allez nous décoder ça. Pourquoi est-ce qu'on attend 15 jours? 15 jours, c'est le 4 juillet, hein, j'ai l'impression. Ah, ouais. Oui. Près, oui. Fête de l'indépendance. Là, je vous ai surpris, là. Hein. Bravo. 4 juillet. C'est Independence Day. Bon, écoutez ce qu'a dit la porte-parole de la Maison-Blanche. Ouais. Il y a une chance substantielle que des négociations aient ou non lieu avec l'Iran dans un avenir proche. Et je prendrai ma décision dans les 2 semaines à venir en fonction de cela. Donc c'est une citation directe du président Trump. L'Iran a tout ce dont le pays a besoin pour construire une bombe nucléaire. Tout ce qu'il faut, c'est une décision du guide suprême et cela prendrait quelques semaines ensuite pour parachever cette construction. Cela serait une menace existentielle pour Israël, pour les États-Unis, mais également pour le pays, pour le monde entier. Et la Russie elle-même est d'accord avec cela. L'Iran ne doit pas avoir de bombe nucléaire. Le président l'a répété et c'est quelque chose qu'il a répété toute sa vie. On ne comprend rien à ce babil. Je ne sais pas si vous avez remarqué. C'est très difficile à comprendre. Hein. Moi, ce que j'ai compris, c'est que donc, pendant 15 jours... Vous êtes c'est la porte-parole de la Maison. Non, mais c'est 2 voix, c'est 2 par... Ben oui, on entend une petite musique. Bon, j'ai pas très bien entendu. La traduction simultanée, c'est un exercice difficile. Ce que j'ai compris, c'est que donc pendant 15 jours, les Américains resteront le doigt sur la détente, mais certainement, mais laisseront une chance à la diplomatie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de... C'est très décevant, mais il n'y a pas de solution magique. Il n'y a pas de solution miracle. Il n'y a pas de certitude que vous puissiez démonter de l'extérieur et en force le mécano nucléaire des Iraniens. C'est-à-dire que les fameuses bombes que les médias regardent avec passion, là,
ces bombes qui font 13 tonnes 6, hein, tout le monde connaît les GBU. Les GBU, pardon, 57. Ah, je suis devenu un spécialiste des GBU 57. GBU 57. Général de Clermont me l'a dit hier. B2. Eh bien, tout ça, pour démolir du béton qui est planqué sous le granit à 90 mètres sous le sol, c'est pas du tout sûr que ça marche. Donc, il n'y a pas de solution autre que, pour l'instant, la diplomatie. Donc, ce que je comprends, et c'est ce qu'on disait hier, c'est-à-dire que on ne sait pas précisément si on arrivera à atteindre les objectifs. C'est un peu embêtant. Oui, si vous n'y arrivez pas. D'où l'attaque hélico-portée. C'est le scénario que j'entends. Non, mais vous êtes toujours... Non, mais, OK. Vous êtes toujours... Je suis rien du tout. Non, mais ce qu'il y a... C'est joli. Toujours de la même manière. Des guerres au Moyen-Orient, ça se passe toujours de la même manière. Que ce soit pour chasser Arafat de Beyrouth, que ce soit pour taper le Hezbollah, que ce soit à Gaza, c'est toujours la même histoire. C'est-à-dire qu'au début, Israël frappe. Tout le monde se dit, quand même, ils ont un culot incroyable, hein, du courage, comme on veut. Et puis, au bout de 3-4 jours, 5 jours, une semaine, on dit, ça commence à durer. C'est-à-dire que le monde est au balcon, et puis à un moment, il s'impatiente. Et on en est là. Au bout d'une semaine, on s'impatiente. Ça ne donne pas vraiment encore les résultats. Eugénie. Il me semble quand même que dans l'hésitation de Trump, il y a aussi un dilemme idéologique. C'est-à-dire qu'il a été quand même élu sur l'idée qu'on ne ferait plus de guerre au Moyen-Orient contre l'interventionnisme. J.D. Vance, c'est sa ligne absolue. Il serait quand même en contradiction avec ce qu'il dit par rapport à l'Ukraine. Quand il dit que la guerre en Ukraine n'est pas sa guerre, qu'il ne veut pas fournir d'armes à l'Ukraine pour gagner la guerre contre la Russie, il y aurait quand même une contradiction à aller aider... et je pense qu'il y a un vrai débat au sein du Parti républicain. On le voit d'ailleurs dans la base MAGA, qui est très divisée entre ceux qui disent voilà, il faut aller aider Israël, etc., et les autres qui disent non, America First, c'est d'abord les intérêts américains et nous n'avons pas à aller intervenir une énième fois au Moyen-Orient parce qu'on sait les résultats que ça a donné en Irak, on sait ce que ça a donné. Donc effectivement, je pense que derrière l'hésitation stratégique, il y a une hésitation idéologique. Mais s'il y avait la certitude de pouvoir obtenir un résultat efficace, il n'hésiterait pas. La question, parce que contrairement à la guerre d'Ukraine qui lui paraît ridicule, il y a avec le nucléaire iranien un véritable enjeu de non-prolifération, un danger mortel sur Israël, etc., etc. Donc c'est une vraie question. Et le chantage, et enfin, il y a le chantage que font éternellement les Iraniens, le chantage énergétique. Parce que si vous allez sur la guerre totale et qu'ils vous bouclent le détroit d'Ormuz, eh bien, il faut quand même savoir que le pétrole... Pour les électeurs de Trump qui... Donc, les Américains veulent laisser une chance à la diplomatie, et ça se passe ce matin, au fait. Les éoliennes de Guernes, situées dans le Morbihan, sont au cœur d'une longue bataille judiciaire. En 2005, une société allemande obtient un permis de construire pour la centrale éolienne de Guernes, mais ne l'installe qu'en 2008. Celui-ci est annulé en février 2009 par le tribunal administratif de Rennes à la demande de l'association contre le projet. Depuis, leurs installations ont été jugées illégales à plusieurs reprises. Les éoliennes ne tournent pas et elles commencent à rouiller, notamment le mât. Et il faut dire aussi que l'éolienne numéro 1 que nous avons a perdu une pale en 2010. Et au mois de juillet, ça a été remonté. Donc ils ont refait venir la grande grue. Et là, on a manifesté. Ces éoliennes étaient déjà illégales, ils n'avaient pas de permis, et malgré tout, ils ont réparé. Ils ont réparé avec la bienséance du préfet, parce que le préfet a donné l'autorisation de travaux. Le maire était sur place, les gendarmes étaient sur place, et nous, on a manifesté. Il avait sûrement un ordre supérieur pour le faire. Le préfet décide enfin le 6 janvier 2022 de signer un arrêté de suppression de parc. Suit en avril 2023 un arrêté d'astreinte de 1 000 € par jour de retard. Malgré plusieurs recours de l'exploitant pendant 15 ans, la Cour administrative d'appel de Nantes a confirmé en dernier recours la décision de mai 2024. Selon maître Sébastien Collet, avocat de l'association des riverains, le promoteur éolien a tenté par tous les moyens de retarder l'arrêt de son activité en compliquant le dossier.
Après notre bagarre depuis 2004, on a obtenu gain de cause. Il n'y a pas de possibilité pour la société de passer outre. Il faut qu'elle soit démontée. On a gagné tous nos procès. Les éoliennes ont fonctionné sans permis de construire valide, malgré le fait que 2 éoliennes sur 3 ne respectent pas l'espacement minimal légal fixé en 2011 à 500 mètres des maisons. Le principe de l'indépendance des législations a permis à la centrale de Guernes la vente de sa production pendant 15 ans. C'est donc le Code de l'énergie qui autorise la vente d'électricité d'une centrale en infraction avec le Code de l'environnement. La préfecture arrêtera les pénalités à réception de l'ATES éolien. C'est une attestation délivrée à la fin des travaux par le bureau d'études pour garantir que le démantèlement, la gestion des déchets et la remise en état d'un site éolien respectent toutes les obligations réglementaires et environnementales de l'arrêté ministériel du 26 août 2011. Un rapport de l'Office français de la biodiversité de juin 2024 constate des manquements administratifs graves. En plus de mettre des propriétaires différents, ces éoliennes sont déjà implantées sur les bords de communes. Donc ces éoliennes ont été interdites à cause de la proximité des habitations. Pour ces 3 éoliennes, le coût du chantier est estimé à plus de 500 000 €. La revente, le traitement et la valorisation sont estimés à moins de 250 000 €. Les pénalités de retard en octobre 2024 représentent plus d'un demi-million d'euros, alors que la carence foncière n'est que de 150 000 €. Le bilan d'opération serait donc environ de 600 000 €, soit moins d'une année de perte d'exploitation pour l'industriel. L'astreinte ne semble donc pas suffisamment dissuasive. C'est le premier chantier de déconstruction d'éoliennes en France suite à une décision de justice. C'est également le plus mauvais traitement infligé à la nature qui avère de très sérieux dysfonctionnements administratifs. On n'a pas fait un combat inutile, mais ça a été tellement long qu'on a perdu des adhérents déjà, des adhérents sont morts. Mais il faut dire que c'est quand même usant. Quand on s'investit autant dans un combat, eh ben on perd des boulons aussi.